clés dans la société sont partis monter une boîte concurrente. Donc aujourd'hui, si vous regardez le marché du motion graphique, c'est plein de boîtes. Il y a des boîtes de post-production, il y a des tout petits labos, il y a des indépendants. Quand moi j'ai commencé ce métier, il y avait uniquement GDO, qui avait le monopole de toutes les chaînes françaises qui à l'époque étaient au nombre de 3. Donc voilà, vous êtes face à un monde où ça explose de tous les côtés. Il y a des tas de chaînes de télé qui se créent sur le web, qui se créent sur le téléphone. Donc ce métier, fondamentalement, n'a pas changé. En revanche, la façon qu'il a de se produire et de se vendre, ça c'est très différent. Ça marche toujours pas. Ça n'est pas mieux. Là. Et comme tu... Bon, a priori, je vais essayer de vous montrer des images, mais tant qu'il n'y a pas d'images, je vais les combler. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que ce métier de motion graphics appliqué à la télévision, c'est un truc qui est né aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours été en avance sur tous les grands phénomènes médiatiques au XXe siècle. Et en gros, on va dire qu'en Europe, on est tout le temps à peu près 10 ans en retard par rapport à eux. Donc aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup plus de chaînes de télévision, parce qu'aux États-Unis, il y a 260 millions d'habitants, que la télé est très puissante, et que très vite, les responsables marketing ont compris qu'il fallait que chaque chaîne ait son logotype et son style très reconnaissable. Voilà. Donc, y compris le métier que je fais, le mot, c'est broadcast design, qui veut dire du design diffusé, télédiffusé. Et si on va même plus loin, le mot design n'a pas d'équivalent en français. Si vous dites dans la vie que vous faites du design, les gens vont penser que vous dessinez des meubles. Le design, ça recouvre selon nous deux notions, le dessin IN et le dessin EIN, c'est-à-dire une idée et une forme rassemblées dans une seule et même force, un seul et même concept. Et je pense, et là je vous le dis encore avant, voilà, c'est parti. Hein. Avec un peu de chance, ça va marcher. Oui, ce qui va faire la grosse différence pour vous dans votre avenir, juste immédiatement après l'école, c'est de savoir si vous voulez être plutôt concepteur ou plutôt exécutant. Parce que ce sont deux postes qui tendent à se rassembler aujourd'hui, c'est-à-dire que on va vous demander d'avoir une idée. Et si dans votre formation, vous avez appris via les différents logiciels à développer cette idée sur des différentes plateformes, vous pouvez être autonome. Mais globalement, le marché étant tellement concurrentiel, il y a souvent des gens qui sont des DA, à qui on demande de produire la première intention formelle, et puis il y a des gens qui vont être des spécialistes. Par exemple, dans le motion design, il y a des boîtes de post-production qui font des effets. Je crois que ça va marcher. Voilà, ça c'est une petite joke. Mon nom c'est Bernard Bréchet, donc mes initiales c'est BB. C'est comme ça que vous me retrouvez sur le net, bb@gdo.com. Si parmi vous il y a des gens qui veulent venir nous voir faire un stage, c'est ouvert. Il y a en ce moment un étudiant de l'IRSUP qui est chez nous en formation. Ceci pour vous dire aussi que si j'accepte l'invitation de Peter à venir parler avec vous aujourd'hui, c'est que je crois qu'il est fondamental que les gens qui travaillent rencontrent les gens qui sont des étudiants, parce que j'étais moi-même à votre place exactement il y a à peu près 25 ans de ça, et ce que je reprochais à l'époque à mon école, qui était l'école Estienne, qui avait soi-disant bonne réputation, c'est de ne pas du tout ouvrir cette passerelle entre le monde du travail et le monde des études. Or, vous faites un métier qui est lié aux arts appliqués. Le mot appliqué, il est hyper important. Vous serez toujours lié à la technologie, vous serez toujours lié au travail de commande, à des problèmes d'argent, à des problèmes de délai. Et vous allez voir malheureusement que la part de la création, c'est très petit. Si vous avez 3 semaines pour faire un boulot, vous allez pendant peut-être 2 jours être en création. Et tout le reste, ça va être vous faire payer, obtenir les informations pour avoir un brief, trouver le bon interlocuteur, récupérer les informations correctes pour faire les corrections, et voilà, c'est ça ce boulot. Donc
Moi j'ai la chance, via Gédéon, qui est une petite maison de production, d'avoir des associés qui sont des producteurs. Dans d'autres métiers, on appellerait ça des chefs de projet. C'est eux qui gèrent cette partie de la question de je me fais payer, je me fais respecter, j'obtiens les informations. Ce qui fait que nous, les designers, on peut un peu se concentrer sur amener de la plus-value pour gagner des appels d'offres. C'est le dernier point de mon introduction, après je vais vous montrer des choses. Gédéon est une petite structure où il y a très peu de salariés, parce qu'on est en permanence soumis aux appels d'offres. Quand un client nous appelle, c'est pour nous dire, voilà, on va lancer une chaîne de télé, on va refaire son habillage, vous êtes 5 sociétés concurrentes, c'est pour 0. Remise des éléments dans un mois. Avec parfois des briefs qui sont assez complets pour qu'on commence vite, avec parfois des briefs qui ne sont rien. Là encore, sans faire un portrait un peu trop critique, mais la plupart du temps, quand vous allez obtenir un brief d'un client, il n'y a rien dedans. Il va vous dire, je veux que ça parle à tout le monde, je veux que ce soit moderne, il faut quand même que ça ne fasse pas peur aux gens qui sont trop âgés. Ça doit être festif, mais ça ne doit pas être caricatural. En bref, à la fin, quand vous avez pris cette liste, vous pouvez rayer tous les mots, il reste globalement rien. Et vous devez à votre tour investir le sujet pour être capable de vous dire qu'est-ce que c'est que cette société par rapport à ses concurrents. Comment est-ce qu'elle s'est comportée jusque-là. Parce qu'en général, on ne part pas de rien, on ne fait pas de tabula rasa dans notre boulot. Quand on doit refaire l'habillage de France 3 existe depuis 1992. Donc on regarde l'historique et on récupère, comme le ferait un médecin, on nous sculpte, on se dit, là, il y a des forces vives et c'est très bien, on va construire avec ça. Et puis ça, c'est nul. Donc ça, on va l'enlever, on va le faire évoluer. Donc je reviens à ma petite dialectique sur dessin EIN et dessin IN. Un bon designer, c'est quelqu'un qui réfléchit. Vous serez toujours un meilleur designer si vous êtes intelligent. Et cultivé, et curieux. Parce que sinon, vous allez risquer, et c'est pas grave, c'est juste il faut le savoir, vous allez aller du côté de quelqu'un qui ne fait qu'exécuter l'idée de quelqu'un d'autre. Et là, on vous demandera d'être ultra performant sur le dernier plug qui est sorti pour aller sur After ou sur Cinema 4D ou pour aller faire de la 3D sous Maya ou sous 3ds Max. Voilà, moi, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans la fabrication physique des objets que je conçois. Je préfère aller voir des expositions, lire des livres, aller au cinéma et essayer de regarder l'état du monde et l'état du langage de ce monde pour avoir des idées. Et après, en revanche, je cherche des gens avec qui je vais faire équipe, parce que là, on a besoin de gens qui sont hyper compétents pour gagner les appels d'offres. Le dernier exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une chaîne flamande en Belgique. On a été mis, alors que la Belgique c'est gros comme ça, on a été mis en concurrence contre 4 sociétés, une qui est la meilleure à New York, l'autre à Los Angeles et l'autre à Londres. C'est-à-dire en gros, les 3 cadors de mon boulot. Et c'est des Belges. Donc voilà, on ne peut pas se permettre d'aller avec une équipe de bras cassés. Il faut qu'on fabrique un petit commando qui a 3 semaines pour s'arracher et trouver la meilleure idée qui soit. Maintenant, on va passer à quelques exemples. Ça, c'est un vieux souvenir. Donc, avant de faire Gédéon, j'étais graphiste dans une petite société que j'avais cofondée avec un associé qui s'appelait Encore. Encore, ça suivait un atelier que j'avais fait juste avant, et c'est pour ça que je l'avais appelé comme ça. Et quand on a fait l'identité de cette boîte, on s'est dit qu'il fallait encore avoir une idée. Et donc, il fallait encore faire un logo. Et donc c'est devenu le principe d'identité de cette petite société. Ça, c'était encore une carte de visite. Et chaque objet a été décliné comme ça. Encore un bon de commande, encore un devis, encore une relance, encore une facture. Et on avait fait volontairement appel à une iconographie un peu old school, noir et blanc, des années 40 ou 60, et en faisant des distorsions des images pour qu'on ne les voit jamais vraiment en entier, mais qu'elles rappellent au fond le monde du travail. Et le monde du service, du tertiaire, c'est-à-dire des secrétaires. Voilà, ça c'était encore un courrier.
et toujours en décadrant un peu, parce que c'était pas un hommage uniquement aux métiers qui se font dans les bureaux. On faisait exprès aussi de faire apparaître des vieilles machines à écrire, parce qu'évidemment, aujourd'hui tout se fait sur un truc qui est à la fois une machine à écrire, mais aussi une machine à faire de l'animation, une machine à envoyer des mails, une machine qui sert à tout faire. Voilà, ça c'est juste une petite réminiscence de avant que je fasse du motion design. Et il faut c'est parler de vous, pas parler de vous. J'ai eu des problèmes ce matin avec mes fichiers. Première référence que je vais vous montrer dans les boulots faits avec Gédéon, c'est France Télévisions. France Télévisions a été créée en 1992 par le gouvernement français pour rassembler ce qui s'appelait Antenne 2 avec ce qui s'appelait FR3 à l'époque. Les deux chaînes de service public qui étaient totalement disjointes. Et pour donner de la puissance à ce groupe, la présidence de l'époque a décidé de fabriquer une entité graphique commune. Ça s'est appelé France 2 et France 3. Et à l'époque, moi, j'étais pas du tout chez Gédéon et j'étais même pas sorti des études. 92, si, j'étais sorti depuis un an. Donc rapidement, on a fait l'identité, Gédéon a fait l'identité de 1992, a gagné ce concours, et 10 ans plus tard, en 2002, il a fallu refaire le système identitaire parce que, comment ça s'appelait, la 5e, rentrait dans le groupe pour devenir France 5. Et vous allez voir que le système graphique du 2 et du 3, qui était très compatible à l'époque, il a fallu le faire exploser, trouver une autre idée. On a gagné cet appel d'offres, c'était compliqué, ça a en gros relancé Gédéon pour les 10 ans qui ont suivi, parce que le service public français c'est très important. Donc un tout petit rappel, avant de faire une réponse graphique. Voilà ce qui se passe globalement dans les 3/4 de la planète. Les gros networks de télévision, privés au public, quand elles ont plusieurs chaînes, elles ont un système en initiale. CNN, RAI pour la télévision italienne, la ZDF c'est en Allemagne, ABC c'est aux États-Unis, TVE c'est en Espagne, et BBC c'est en Angleterre. France Télévisions, pour des raisons un peu complexes, n'a jamais pu s'appeler FTV. Entre autres, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Fashion TV, qui a été créé, et que le type a bloqué les droits sur ftv.com, ce qui fait que ça interdit au groupe de pouvoir prendre cette adresse. Donc leur identité, c'est France Télévisions. Et faire un logotype avec autant de signes, c'est pas du tout la même histoire que de le faire avec 3 lettres. Là, vous voyez bien qu'il y a des solutions très rapides et très simples, assez différentes qui sortent. Nous, on était plutôt dans ce registre-là, c'est-à-dire des entités institutionnelles qui ont un nom long. La Bibliothèque nationale de France, la réunion des musées nationaux ou la documentation française. C'est-à-dire des choses avec beaucoup de contraintes et qui empêchent une lecture immédiate du site. Un dernier détour, avant de vous montrer la réponse qu'on avait fait à l'époque. Il existait aussi des logotypes d'entités qui faisaient allusion aux 3 couleurs du drapeau national. Voilà, mais ça prend tout de suite une connotation, et particulièrement avec la montée du Front National. Quand vous commencez à mettre des logos bleu, blanc, rouge, avec ce qui s'est passé politiquement, ça peut teinter une connotation pas plus positive. Et puis il y avait un autre problème, c'est que le concurrent direct de France Télévisions, c'est TF1. Et que TF1, dès le début, a bien compris que d'être bleu, blanc, rouge, c'était bien, parce que c'était la première chaîne sur le canal, et que pour la plupart des gens, si vous leur demandez dans la rue si TF1 c'est public ou privé, ils pensent que c'est public. Ils pensent que c'est la première chaîne des services publics. Donc ça nous interdisait un peu de faire une réponse bleu, blanc, rouge. Dernière évocation, il existe des marques qui sont liées à l'État et qui ont pourtant fui le bleu, blanc, rouge. La Poste, je vous montre un document qui date de 2002, j'ai changé aucune des pages. À l'époque, le logo de la Poste, c'est celui-là. France Télécom, ça s'appelait pas encore Orange, ça s'appelait France Télécom, avec l'Esperluette. Donc voilà, on voulait montrer qu'il y avait un autre scénario pour faire l'identité. Dernier point, qui n'était pas le moindre, parce que là encore, vous verrez que dans votre métier à venir, vous allez autant passer de temps à faire de la conception qu'à l'expliquer à votre client. Moi, j'ai fini mes études en Angleterre. L'énorme écart
qu'il y a entre le monde anglo-saxon dans le design et le monde français, c'est que les Anglais, ils savent ce que c'est que le design. Parce que c'est un mot qui est dans leur langue. Donc les clients que vous allez avoir en face de vous, ils comprennent de quoi il est question et ils ont souvent une culture bien plus grande. En France, vos clients, ils ont fait HEC, l'ESSEC, Sciences Po, quand ils sont à des postes de responsabilité. Maintenant, depuis quelques années, ils ont un cursus qui fait appel à des workshops de design. Ce n'était pas le cas avant. Donc quand il est question de parler de logotype, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Et ils vont dire « Ah ouais, mais moi j'ai un petit cousin qui est aux Beaux-Arts de Nancy, il va me faire le logotype. » Ou « Ma femme, elle n'aime pas le bleu. » Vous avez le droit à ce genre de commentaires, alors qu'on est en train de parler de signes qui vont être vus par des millions de gens. Quoi. Donc ce que j'avais juste mis dans cette planche à l'époque pour la compétition, c'est de dire « Attention, une identité, c'est certes un logotype, mais c'est surtout la notion globale de marque. » Et j'avais pris exprès le logo d'Apple en disant « Regardez le petit logo d'Apple, qui finit par être une toute petite pomme que vous allez voir sur tous les outils. » C'est un univers, c'est un langage, il y a une typographie qui est ce Times un peu élancé, il y a les fonds blancs, il y a les matériaux, il y a le design. C'est ça qui fait que quand les gens pensent Apple, ils pensent à la marque, pas juste à la petite pomme. Donc j'avais dit à France Télévisions, faites attention, le logo ne va pas couvrir l'ensemble du spectre de l'univers de la marque. Il sera un signe qui doit s'inscrire pour que les gens le reconnaissent, et c'est tout. Si vous ne faites pas votre boulot en programmation, si vous n'avez pas de bon programme à leur montrer, ce n'est pas un logo qui fera la différence. Donc il faut être très humble quand on est designer. On fait des choses qui ont une portée, mais pas un pouvoir surpuissant. Et voilà la réponse qu'on leur a donnée à l'époque. C'est un petit sujet qu'on a refait récemment, qui est le résumé en images. Ça, c'est le changement, l'arrivée du S sur la nouvelle marque, alors qu'avant c'était télévision au singulier. Et on a mis en place ce système d'écran rotatif qui se fige pour donner le logotype. Et le point du brief, c'était de faire une liaison directe entre le logo des chaînes et le logo de la marque mère. Donc on a fait ce système de symétrie où l'écran en rotation vient de l'autre côté, escaler à droite et prendre une couleur. Voilà, ça, je vous prends cet exemple en premier parce que sur cet appel d'offres, on était contre des sociétés du type Carré Noir et des GRIP, c'est-à-dire des gens qui font de l'identité visuelle, mais qui n'avaient pas la culture du mouvement. On a donc fait exprès, nous, de montrer que le logotype, c'était avant tout un mouvement, et qu'à un moment, on figeait ce mouvement pour dire que ça va devenir un signe print. Mais on avait déjà montré la différence de culture pour dire que cette marque, elle va devoir aller sur des supports en mouvement. Donc voilà, ça change tout, en fait, de réfléchir en termes de dynamique. Et si parmi vous, il y a des gens qui aiment faire des logotypes et tout, pensez désormais, et ça n'empêchera pas une très grande rigueur typographique, mais pensez que ce truc va systématiquement se mettre à bouger, pour aller occuper une banner internet, pour aller sur une appli d'iPhone, et ainsi de suite. Donc il y a un tout petit film qui suit, qui est une des applications. C'était dire que les chaînes de service public faisaient des programmes pour la jeunesse. Donc voilà, ce qui devenait très simple, c'était de dire on prend nos écrans, on va mettre des contenus thématiques, là c'est des programmes pour enfants, et puis c'est fait. France 2, France 3, France 5. À tous les âges, vos enfants grandissent avec nous. France Télévisions, bien plus qu'une cour de récréation. Je pense que ça, c'est le truc le plus réussi de ma carrière, parce que c'est le plus simple. Et plus vous faites simple, plus vous êtes puissant. C'est vraiment un conseil que je vous donne à tous. Quand vous êtes en train de faire un truc pour votre diplôme ou même avant sur un sujet, si ça commence à être compliqué, c'est que c'est pas une bonne idée. Une bonne idée, ça se teste. C'est-à-dire, on dit, et si je devais faire ça avec ? Et vous faites un scénario hypothétique, vous prenez l'exemple, si vous y arrivez hyper vite, c'est que vous avez un truc qui est ultra puissant. Si à chaque fois que vous pensez à une application, ça ne marche pas, c'est que vous allez vers une pure galère et que vous ne saurez même pas l'expliquer.
et que la charte graphique qui ira avec, ce sera un pensum de 150 pages truffé de conneries qui sera immontrable et non transmissible. Parce que le truc aussi, c'est que quand vous faites un système, c'est comme une toile d'un peintre, vous le donnez, vous la vendez, et puis c'est parti, quoi. Le truc va vivre tout seul, il va être manipulé par des graphistes qui sont plus ou moins bons, par des clients, par des attachés de presse, et que plus ça devient compliqué à manipuler, plus il y a des fautes. Donc voilà, là ce qui était, je trouve, un bon résumé, c'est que le logo, c'était le médium. France Télévisions, avec un S, c'était donc des multiples écrans, et il suffisait de faire le logo avec ce système d'écran. Donc je vais passer l'extrait d'après, parce que c'est juste un développement de cette idée, mais on va passer au deuxième sujet. TV5 Monde. Avec Gédéon, on a fait beaucoup de sujets un peu institutionnels comme ça. TV5 Monde, c'est la chaîne qui est francophone, que vous pouvez retrouver quand vous voyagez dans le monde. Ils sont en Asie, ils sont en Afrique, aux États-Unis, et quand vous voulez une chaîne en français, c'est elle que vous allez trouver. Et donc, dans les briefs, il a fallu refaire tout le package global, le système d'autopromotion et tout ça. Je vais vous montrer que ce qu'on appelle des idents, c'est-à-dire des petits modules qui véhiculent la philosophie de cette chaîne, sa mission. Et à l'époque, on s'était dit, pour casser l'image institutionnelle, parce que c'est très institutionnel ça, c'est pas M6 quoi, TV5 Monde, c'est pas du tout le même registre. Donc on s'est dit ce qui serait bien, c'est de mettre des gens, donc se rapprocher des gens, se rapprocher de l'idée de partage. Donc on a fait des petits tournages un peu à l'arraché dans des trains, parce qu'on avait aussi envie de l'idée de partage et de transport, puisque c'est une chaîne qu'on trouve quand on va dans des hôtels. Et on a fait, le dernier point, c'était un hommage à la francophonie, puisque c'est une chaîne qui est francophone. Donc si vous mélangez ces arguments, hommage à la langue française, plus l'idée de transport, plus l'idée d'un truc proche des gens, ça donne ces petits modules qui ont été primés l'année dernière au Club des DA. Bonjour, je suis Jérôme Boisillon. Je fais juste de la photographie par plaisir, où je me promène sur des paysages. Voilà. Allez habillé retour et pendant ce moment, je roule et je m'arrête et je fais des photos. Je roule, je m'arrête, je fais des photos. Et puis voilà, mais j'essaye pas de raconter quoi que ce soit. J'évite juste les grosses villes et les gens. C'est à peu près tout. Le but, c'est de me perdre. J'aime bien ces lieux de vie quand il n'y en a pas, quoi. C'est des endroits où je suis bien avant tout et où je prends du plaisir à cadrer, je prends du plaisir à attendre la lumière, je prends du plaisir à tout ça, quoi. J'aime bien quand la lumière, les lumières se mélangent, la lumière du jour et la lumière urbaine. Je suis là, mais je suis presque plus spectateur qu'autre chose, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être... c'est comme d'être seul, quoi. C'est presque une fiction, quoi. Comme un décor, et me promener dans un décor. Et tout ça est vide, ça prend... je trouve ça assez beau, quoi. Moi, je trouve ça juste beau. Je
suis un peu ému à vous montrer ça parce que Jérôme il est mort cette année. C'était le garçon avec qui on a fait tous ces voyages en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Asie. C'était un super bon photographe qui a été rattrapé par un sale truc qui s'appelle le crabe. Et c'était un mec génial avec qui, alors qu'il venait de la photographie, a accepté le challenge de débrayer son Canon et de le mettre en position record et de filmer. Le travail qu'on a vu passer avant, c'est-à-dire ces petites phrases qui tombent sur des choses très documentaires, c'est hyper rare qu'on puisse faire ça en habillage. Je pense que quand vous avez imaginé motion graphics sur l'annonce, vous imaginez de la 3D, des explosions. On a des concurrents qui font ça super bien. On va nous-mêmes devoir un peu plus rentrer cette écriture dans notre boîte, mais ce qu'on cherche à faire avec Gédéon, c'est d'essayer d'être le plus juste possible à chaque sujet qui arrive. Et par exemple, sur ce sujet, il aurait été, selon moi, grotesque de faire des explosions qui sortent du haut de TV5 Monde, parce que ce qui est intéressant dans l'idée de langage, c'est l'idée de partage. C'est pour ça que je voulais vous partager ce petit portrait qui a été fait par un ami sur Jérôme, parce que... ça, je vais regarder pour la conclusion, mais ce boulot de motion graphics, c'est à la fois beaucoup de compétences, beaucoup d'énergie, et c'est une grande vanité. Ça sert un peu à rien. Moi, je passe des heures complètes à faire ce boulot, à mettre au point les détails pendant des semaines et des semaines, puis à la fin, ça passe entre 3 pubs. Les gens ne savent même pas ce que c'est, et globalement, ils ne comprennent même pas à quoi ça sert. Donc là encore, je faisais exprès de vous montrer ce portrait parce que ce qui va compter autant que ce que vous faites, c'est avec qui vous allez le faire. Parce que ça donne de la valeur au travail. Et je pense que là, les années où vous êtes en ce moment à Yardsup, vous allez faire des amitiés entre vous qui risquent de tenir toute votre vie. Parce que vous êtes en train de devenir à la fois des designers et des adultes. Vous êtes à une période de votre vie qui est hyper cruciale et que ces amitiés-là, elles vont vous fonder professionnellement ensuite parce que vous aurez confiance, parce que vous avez tous les deux démarré les mains dans le cambouis, ou les trois, et que ce truc-là, eh ben, ça va vous faire rester fidèle. Et je pense que c'est une grande qualité, la fidélité dans le travail. Voilà, ça c'était un petit tribute to Jérôme. Planète Plus, c'était les chaînes documentaires du groupe Canal+. C'est une compète qu'on a gagnée l'année dernière. Vous voyez l'habillage de Canal+, après avoir été historiquement tenu par un type qui s'appelle Étienne Robial et de main de fer, parce que c'était quelqu'un qui avait un grand sens de ce que c'est qu'une charte graphique et qui était même une sorte d'ayatollah avec ses règles graphiques. Étienne a été mis un peu sur le côté, ils ont estimé qu'il avait fait son temps, entre guillemets, et c'est une société anglaise qui a gagné l'habillage, et ils ont une excellente idée qu'avait interdit Robial, mais qui était évidente, c'était de se servir du plus. Et donc tout le système actuel de l'habillage de Canal+, c'est le plus de la marque qui devient une croix, qui coupe l'écran en 4, et ensuite, en gros, on va rejouer de 4 façons différentes, dans des cadrages un peu modifiés, une même image. Et quand Canal+ a ouvert l'appel d'offres sur les chaînes thématiques cinéma, documentaire, sport et tout, ils nous ont mis dans le brief l'idée de rester fidèle à cette idée que vous devez appliquer un truc pour qu'une seule image devienne plusieurs. Donc appliqué au documentaire, on n'avait pas créé les logotypes, c'était des logotypes qui étaient ronds, comme l'idée de la planète avec un cartouche dessus. On a fait ça. En fait, dans Planète, il y a des thématiques. Il y avait Thalassa, il y avait No Limits. Donc il fallait, autour de l'idée de
ce mouvement d'expansion et de compression, être capable de renvoyer des choses avec des dynamiques un peu différentes. Multiples entités qui constituent un seul et même groupe. Et on a travaillé avec un garçon qui est hyper fidèle à Gédéon depuis longtemps, qui s'appelle Nicolas Thépeau, qui fait entre autres l'émission qui s'appelle L'œil de Lynx, sur Canal+, qui est une hebdomadaire. Quand je vous parlais des amitiés qui durent, Nico, je l'ai rencontré à Estienne il y a 25 ans. On était potes à l'époque, on est restés, et c'est son travail que vous allez voir passer. Il a eu une idée qui était hyper bien, et qui a donné le... Là, c'est un montage long que je vais vous montrer. Tout le système des jingle pubs et des idents, c'est ça. Il faut regarder un peu France 3, ce qui est, j'imagine, pas beaucoup le cas. Vous avez peut-être vu passer ces images. Dans ce travail, mais moi je l'aime beaucoup. Je trouve que par rapport à ce qu'il est supposé transmettre comme idée, je trouve que ça tapait assez juste. J'ai dû baisser le son puisqu'il y a des partiels à côté, le bouton. Dernier cas, VTM, c'est la fameuse chaîne qui nous avait mise contre des très 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 bonnes agences, donc j'étais super fier qu'on l'emporte, parce que c'était pas gagné d'avance. VTM, c'est une chaîne qui serait l'équivalent d'un mélange entre TF1 et M6 en Belgique, très très populaire, avec des programmes de reality show, pas forcément tous formidables. Ce qui a été absolument génial, qui est rarissime en France, mais c'est pas un hasard,
parce que ce garçon qui nous a briefé, il a vécu 10 ans à Los Angeles, il connaît hyper bien la télé. C'est la qualité du brief. Quand il est venu nous voir, il nous a dit, et je sais qu'il avait fait la même chose à Londres et qu'il était parti briefer les 2 Américains en faisant un voyage là-bas. Il a dit voilà, l'habillage, on est obligé de le changer tous les 2 ans, parce que ça s'use, c'est multidiffusé. Ça, c'est un truc que vous devez absolument piger par rapport à ce métier. C'est qu'à la grande différence de la pub, d'abord, ils ont 10 fois plus d'argent que nous pour faire les mêmes modules. Et ce qui se passe en pub, c'est qu'il faut une idée hyper puissante pour que quand elle va être une semaine affichée sur les écrans ou dans les 4x3, il faut qu'elle frappe votre mémoire. Donc, c'est souvent un peu extrême la pub à cause de ça. Ça s'affiche et puis ça disparaît. Notre métier, c'est exactement l'inverse. Une chaîne va utiliser ce truc à raison de 50 fois par jour pendant 2 ans, parfois 3 ans. Donc, il faut qu'on trouve une astuce pour que ça donne un ton, une tonalité, mais que ce soit un peu... un philosophe qui s'appelle Derrida a un concept qui est hyper juste pour parler de ça. Il parle de parergone en grec ancien. Ça veut dire, comme quand vous allez au musée. Si vous regardez une toile dans un musée, vous regardez le cadre en même temps que la toile. Pourtant, ce n'est pas le cadre que vous allez voir. Mais il est quand même là pour la perception. Et parfois, il y a des cadres qui ne sont pas du tout opportuns par rapport à ce qui est au milieu. Ben, nous, notre métier, c'est ça. Nous, on encadre les programmes. Il faut que ce soit juste en résonance. Il faut que ce soit... Si on a réussi notre boulot, c'est qu'on voit à peine ce qu'on a fait. Et pourtant, ça donne une sensation qui est positive. À cause de cet effet de répétition. Sinon, c'est insupportable. Par exemple, là, le montage de France 3, je vous ai montré un morceau long sur une chanson de Tom Waits, parce que sinon, j'aurais mis en boucle, je ne sais pas combien de fois, 26 fois, les mêmes 10 secondes de sound design, et au bout de 3, vous auriez pété les plombs. Alors pourquoi je faisais ce détour? Voilà, quand il est venu nous voir, il a dit, écoutez, aux États-Unis, les habillages, ils changent tous les ans, parce que les chaînes sont très riches et très puissantes. En Europe, moi, je vais devoir faire 3 ans d'habillage avec la prochaine version. Mais j'en ai marre de ce truc, parce qu'au bout de 3 mois, j'en peux déjà plus. Donc, ne faites pas une réponse traditionnelle avec un petit packaging un peu sympathique. Trouvez-moi une façon de créer une relation avec mon audience. Faites en sorte que le design télé, ce soit un outil pour nous, la chaîne, pour parler avec mon audience. Et que mon audience, si elle a envie de parler avec moi, elle puisse le faire. En gros, il nous a dit, moi je veux que ma chaîne de télé, elle rentre dans le cœur des gens et dans leur quotidien. Et que ce soit quasiment comme un Facebook. Donc, c'était génial d'entendre ça, parce que à la fois c'était très ambitieux de sa part, et puis en même temps ça décrochait les enjeux qu'on a d'habitude à faire. Donc on est venu avec cette idée, on n'avait pas fait le logotype, c'était les Anglais qui l'avaient gagné dans la génération précédente. Le logo devait être maintenu. Et donc on s'est dit, comment on peut faire pour traduire visuellement cette idée de plateforme d'échange. Et en fait, on est parti du logotype et on a trouvé tout un système de petites bulles qui sont les contreformes exactes qui partent du logo. Vous allez voir que chaque bulle qui se déclenche s'inscrit dans la contreforme du V ou du T ou du M. Ça, c'est le petit film qu'on avait montré pour gagner l'appel d'offres, en fait. C'est en flamand, je vais rien comprendre, mais... I heard about this frog. It's a very tiny frog, but it's also very special. Your world can change forever. And you keep laughing and laughing and laughing. Nothing is ever quite the same, really. We can be a whole group of friends, a whole group of frogs, jumping into the streets, jumping into the planets, climbing the buildings, swimming in the lakes, and
vous montre rapidement quelques captures de sites internet, de print. Pour vous dire qu'évidemment, aujourd'hui, quand on pense à une marque média, eh ben, elle s'exprime tout support confondu, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'habillage dynamique, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder un programme et on vous annonce que le suivant va commencer dans 5 minutes. Mais voyez, le petit film qu'on avait tenté de mettre en place, c'est juste cette série de boîtes de dialogue qui se répondent, qui partent de la marque et qui permettent... il y a eu des choses assez marrantes qui ont été faites par cette chaîne, en autopromotion par exemple. Et il y a eu un jour un tweet reçu par la régie de la chaîne qui disait ah, j'adore cette animatrice, c'est un programme de télé-réalité, je suis fan de cette nana. Et en fait, ce qu'ils ont fait en autopromo, c'est que cette présentatrice prend l'écran et dit merci à, je ne sais plus comment elle s'appelait, Marik, pour ce petit message qu'elle m'a envoyé. Et la nana était scotchée, quoi. Parce que d'habitude, on sait que les gens lisent, mais tout d'un coup, de s'en servir comme une arme pour dire je vais te parler à toi, ben, en gros, ça voulait dire je peux vous parler à tous en même temps. Voilà, j'en ai fini. Si vous voulez qu'on discute, il est 50, je crois. Merci beaucoup. Alors, c'est la séance questions-réponses. N'hésitez pas, on va vous passer le micro. Je vais jouer les groupes. Je vais dire encore, moi, avant qu'il y ait une question peut-être. Moi, j'enseigne un peu en parallèle de ce boulot. Ça fait 15 ans que j'enseigne. J'ai enseigné en Suisse à l'ECAL, j'ai enseigné à la fac et je suis à Olivier de Serres maintenant. Et je suis hyper content de venir participer au comité de parrainage que Yardsup organise via Peter. Il y a un truc que vous devez comprendre. Vous avez une chance super grande d'être dans une école. Même si ça vous fait chier, même s'il y a des partiels et que vous avez la pression. Alors il y a deux choses que je voudrais vous dire. Premier truc, c'est que l'échéance du diplôme, qui est majeure pour vous là, parce que d'abord ça fera plaisir à vos parents, puis ça vous donne un passeport pour trouver du boulot, parce que c'est vrai que la France, c'est comme ça que ça marche. Par rapport au monde anglo-saxon, vous pouvez être quelqu'un qui s'est fait de lui-même sans jamais avoir fait aucune école. Ici, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est bien que vous ayez votre diplôme, ça vous dit que vous avez compris les règles du jeu et que c'est une façon de s'inscrire dans un rapport social. Sachez que plus jamais on vous posera la question de savoir si vous avez un diplôme ou pas. Moi, quand je fais des entretiens pour des freelances, je leur demande leur parcours, je regarde qui ils sont humainement, je regarde leur travail, leur book. Je leur dis pas est-ce que vous avez bien passé le diplôme d'Yardsup en 1999 ou en 2015. Mais c'est une chance d'être dans une école. Parce qu'il y a des profs pour ça, il y a des lieux pour ça, il y a un peu de matériel pour ça. Il y a plein de gens qui arrivent dans ce métier qui sont des purs autodidactes, qui ont une envie d'y arriver, qui est délirante et qui vont venir vous bousculer. Donc, j'espère pour vous que vous êtes là sur ces bancs. Déjà, c'est cool, vous êtes venus là, alors vous pourriez être allés déjeuner, ce qui est plutôt très bon signe de motivation. Mais j'espère que vous êtes un peu passionnés, parce que vous allez vous faire bousculer par des gens qui le sont. Et qu'il vaut mieux choisir un endroit pour travailler où vous êtes passionné. Parce que ça donne quoi la passion? Ça donne un gros moteur pour mettre de l'énergie. Pour travailler, quand je vous disais que parfois on y passe des semaines, parfois on y passe des nuits, quoi. Bon, moi je commence à vieillir, alors j'essaie de plus faire de nuit blanche, mais je me suis enquillé un nombre de nuits blanches hallucinantes dans ma vie, pour régler un truc que personne ne voit. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence entre un très bon travail et un travail moyen. C'est l'énergie qu'on met dedans. Et voilà, profitez de ce moment génial d'être à l'école parce que c'est un moment privilégié. Quand vous allez vous mettre à bosser, on va vous demander d'aller 4 fois plus vite. Et on vous mettra sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux qui vous excitent.
Comment est-ce que tu reçois à l'étudiant qui vient démontrer la demande de stage, comment tu juges un book? Quels sont les critères de jugement d'un book? Je juge plus une personne qu'un book, déjà. Moi, j'essaie de voir à qui j'ai affaire. Je peux pratiquement me faire un avis, même si j'ai rien vu dans le dossier. Je vois comment la personne me regarde, parle, se pose physiquement sur une chaise quand il marche. Ça en dit déjà hyper long sur qui il est. Après, je l'écoute, parce que comment il s'exprime, ça va aussi me dire qui il est. Et puis après, je vais regarder le travail. En général, tout ça se confirme. C'est-à-dire qu'un mauvais dossier, je l'ai déjà eu avant même qu'on m'ait ouvert la première page de PDF. Je vais même raconter une anecdote. Un jour, il y a un mec qui est venu me voir. Il ouvre, à l'époque, c'était comme un PDF. Il me balance des références. Je dis, ouais, c'est bien. Donc voilà, une quarantaine de trucs. Je dis rien. Je ferme son écran. Je dis, alors, vous connaissez? Et là, je sors l'ensemble des références de ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que des boulots qu'il a pompés. Joe Lapompe n'existait pas à l'époque, mais il avait bon goût. Il était allé shipper des trucs, des annonces presse dans des canards américains, dans des trucs en Angleterre. Donc j'ai juste fait la liste à peu près de mémoire et presque dans l'ordre parce que j'étais en train de me concentrer très très fort pour que ça le marque lui. En disant voilà, je te conseille de changer ça. Parce que sinon, je prends ton nom, je le balance à tous mes potes dans la place de Paris et t'es grillé alors que t'as même pas commencé à bosser. Donc ayez l'honnêteté d'être qui vous êtes. Je pardonnerai toujours à quelqu'un qui sort de l'école d'être maladroit, de ne pas savoir faire un truc dans After, d'avoir fait un mauvais détourage en Photoshop. C'est pas grave ça s'apprend. Ce qui s'apprend pas, je crois, ou peut-être ça s'apprend mais c'est plus dur, c'est l'intégrité. Et ça, je veux dire, nous à la porte de Gédéon, il y a un voyant, il y a deux trucs qui comptent dans les critères, sympathique et intègre. Et si ça ne marche pas, ça fait et il ne va pas rester longtemps dans la tôle. Quoi. Donc vous êtes tous les bienvenus si vous répondez à ces deux critères. On passe trop de temps dans ce métier pour qu'on se fasse chier avec des connards. Que c'est bien dit et crûment, mais bien dit. Pas d'autres questions? Ah. On parle beaucoup de stage d'apprentissage. Est-ce que vous donnez une formation à vos stagiaires ou est-ce qu'ils se débrouillent par eux-mêmes? Super bonne question. Nous, on considère que quand on fait un deal avec quelqu'un qui vient apprendre chez nous, on va lui donner un maximum d'autonomie. Donc ce qui se passe, c'est que autour de nous, il y a des gens techniquement plus forts que lui, forcément. Donc on voit comment il fait ses demandes. Il ne sait pas faire un truc sur tel plug, il va demander. Et il y a des gens hyper gentils autour de lui. Mais c'est une bonne façon de commencer à être en relation. Moi, je suis assez surpris. Une dernière conf que j'ai donnée, c'était à la fac, en master. Là, je suis hyper content. Il n'y en a pas un qui l'a fait. Si, peut-être. Vous êtes 3, peut-être. J'ai parlé devant 20 personnes qui avaient leur portable ouvert, avec leur casque sur les oreilles, et une oreille disponible pour moi. Et je dis, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là pendant que je vous parle? Et certains me disaient, je suis en train de vérifier que ce que vous dites, c'est pas des conneries. C'est-à-dire qu'ils étaient online, en train de regarder sur gédéon.com que ce que j'avais fait, c'était bien ce que j'avais fait. J'ai dit, mais vous savez ça, pour moi, c'est totalement rédhibitoire. Je sais qu'on est dans un monde où ça a été inventé. Vous savez pourquoi ça a été inventé, ça? Pour aller plus vite. C'est pas pour faire mieux, c'est pour transmettre et pour accélérer. Qui sont dans les deux cas, pas que des choses très bonnes. Je suis pas pour le fast-food, je suis pour le slow food. Quand vous êtes avec quelqu'un, si vous déjeunez avec quelqu'un, éteignez votre portable, regardez-le dans les yeux, soyez disponible. Si vous allez dans une réunion, moi les réunions où je vais, où les mecs sont tous avec leur Blackberry, ils me regardent comme ça, ils font leur truc, mais je trouve que non seulement c'est pas efficace, ce qui est le premier point, mais c'est juste odieux. Dans quel monde vous voulez qu'on évolue? Ne pas se regarder, ne pas s'écouter, ne pas s'entendre. Donc soyez des êtres humains. C'est ça qui fera de vous, et vous les designers, là, tous ces gens
qui a priori seront des gens qu'on viendra chercher parce qu'ils ont une qualité de point de vue, développez votre point de vue. Le dernier conseil que je peux vous donner à tous individuellement, si vous êtes fort en dessin, fort en photo, fort en typo, cultivez ce truc qui est fort chez vous. Parce qu'autour de cet axe central, vous allez développer le reste. Un bon photographe, à un moment, il va regarder ce que c'est que le cinéma et le montage. S'il regarde le montage, il va regarder ce que c'est que la musique. S'il regarde la musique, il va regarder ce que c'est que le langage. Il va s'intéresser aux mots. Et les mots vont lui donner la typographie, et ainsi de suite. Et puis tu adores lire également, je crois. Oui, ça c'est un autre débat. C'est que vous êtes une génération qui globalement ne lit presque plus. Moi j'ai été éduqué par des bouquins. Il n'y avait pas de Mac à l'école Estienne. Quand, la dernière année, il y a eu un Mac. Il était grand comme ça, il était noir et blanc, et c'était pour placer les masses typographiques de zone de gris. Donc, ça aussi c'est super important à comprendre. C'est jamais ça qui fera le talent. Jamais. Ce qui fait le talent, c'est la personne qui est derrière. Et le grand malheur des designers, c'est que cet objet, il est aussi sur la table du comptable de votre client. Il est aussi sur la table du chef de produit de votre client. C'est-à-dire qu'en fait, il pense juste que vous avez acheté 3 softs en plus qu'il ne maîtrise pas lui, mais que s'il avait le temps, il le ferait hyper bien. Parce que le week-end, il bidouille dans Photoshop, puis il refait les yeux de sa copine. Donc il se dit, deuxième point hyper important, pendant que lui s'est fait chier à faire une école plus dure que la vôtre, soi-disant, soi-disant, puisque si vous regardez bien tel que le système français est fait, les super bons élèves, ils font la série S, puis après ça descend, puis après ça descend, puis après ça descend. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de dire, vous avez pris une section littéraire parce que vous êtes un bon littéraire. Il y a combien de bac S ici? Sortez! Non mais c'est hyper important, parce que... Non mais ça a changé, ça a changé. Parce que, je veux dire, la crédibilité d'un designer, elle vient évidemment de qui il est quand il vient se présenter et de sa capacité à s'exprimer. Mais dans la tête de certains, ils continuent de se dire, ces petits branlots qui fumaient des joints pendant que moi je faisais HEC, ce mec-là va me donner des leçons maintenant, 20 ans plus tard, sans ce que c'est qu'une identité de marque. Et donc il faut lui prouver que vous êtes devenu un expert. Il faut lui prouver que si vous dites, vous savez ce logotype, il marchera mieux que celui-là. C'est parce que d'abord vous avez expérimenté le truc en proposant le meilleur des logotypes que vous avez conçus. Mais aussi, il va falloir le convaincre. Et comme vous ne pouvez pas le faire sur la preuve visuelle, il va falloir le manipuler dans les mots. Vous devez tous apprendre à parler de ce que vous faites. Ou sinon, barrez-vous aux États-Unis. Parce que là-bas, c'est no comment. Vous balancez les pages, et puis si c'est bon, c'est mauvais, au revoir. En France, on montre une image, et comme je suis en train de le faire, on va parler un quart d'heure dessus. Et si vous êtes bon dans les mots, une autre anecdote, je ne devrais pas la dire, mais ça me fait vraiment rire. Quand on a fait les logos de France 2, France 3, France 5 à l'époque, il est question de Pantone, parce que les trucs vont être affichés sur des grandes affiches, dans des machins, sur les portes des bâtiments, sur la façade du bâtiment. C'est toujours un sujet hyper délicat, la couleur, parce que tout le monde donne son avis. Le bleu indigo, le bleu ci, le bleu rouge machin, le rouge carmin, le rouge Hermès. La veille de la présentation sur les couleurs, je me fais agresser. J'avais été dans le 18e à l'époque. Je me suis pris des lacrymos dans les yeux. J'ai passé la nuit aux urgences. Le lendemain, je suis ressorti avec les yeux comme ça, et une grosse paire de lunettes, comme ont les vieux quand ils ont été opérés de la cataracte. Donc je préviens mes associés. Je dis, bon, il y a un problème, c'est que je vois plus rien. Il me dit, donc comment on fait? Parce que j'ai supposé être celui qui porte le discours sur la couleur chez France Télévisions. Je dis, t'inquiète pas, je vais apprendre tous les Pantones par cœur et les décompositions quadrilles. Et je vais y aller. Et j'y suis allé. C'est-à-dire que j'étais face à un parterre à peu près gros comme celui-là, à balancer les couleurs des logotypes. Ils étaient tellement, au fond, bluffés que je sois venu. J'avais les yeux qui suintaient en dessous de la pommade. Ils ne regardaient même plus ce que j'étais en train de dire. J'aurais pu dire France 2 c'est bleu, ils auraient dit oui. Donc, la façon que vous avez de dire les choses, malheureusement, ça compte autant que ce que vous êtes en train de montrer. Écoute, grand merci à toi. Grand merci.